Présent aujourd'hui pour cette nouvelle initiative, ce déjeuner-débat de la mission métropolitaine prévention des conductarismes. Donc, remerciements à vous, participants. Ivana Obradovic, qui est votre invitée du jour, va nous présenter l'étude. On y reviendra tout de suite, qui est directrice adjointe à l'OFDT. Remerciements aussi aux collègues de la mission, Sylvie Gérard, qui est à ma gauche, qui est chef de projet à la mission, et tous les collègues qui nous aident à la réussite de cette initiative. J'excuse aussi Pierre Laporte, qui est le vice-président chargé des conduites à risque de la Seine-Saint-Denis, et Carmen Bach, qui est mon homologue, directrice de Paris, qui va nous rejoindre pendant la présentation. On a l'habitude de présenter les participants. Donc, il y a eu 230 inscrits, 60%, plus de 60% de Seine-Saint-Denis, ça me semble logique, 30% de Paris, 34% du milieu associatif, 30% des collectivités territoriales, 18% de l'éducation nationale. Donc l'OFDT, c'est un partenaire important pour la mission. On a mené des études ensemble, des études importantes comme TREN, vous connaissez, tendance récente des nouvelles drogues. En ce moment, on travaille collectivement sur une étude autour du crack, essentiellement à Paris, mais aussi Seine-Saint-Denis en Ile-de-France. Et puis, il y a une journée importante, une demi-journée, le 19 novembre, sur un état des lieux des études sur les questions de drogue en Ile-de-France, Seine-Saint-Denis, Paris surtout, voilà, qui s'est déroulée à Paris. Mais l'étude, effectivement, du moment que l'on suit beaucoup, c'est l'étude autour du crack. On y reviendra peut-être. La mission, je pense que vous connaissez à peu près son rôle. Donc c'est un duo, Paris-Seine-Saint-Denis. On est là pour vous, pour les acteurs, les professionnels de territoire, avec la volonté d'avoir cet échange aussi tout le temps, à la fois nous d'être un dispositif formatif où on accompagne, on forme les professionnels avec des initiatives, mais aussi avec l'espace accueil-outils et d'autres dispositifs, et puis des études que l'on présente comme là, parfois qu'on finance ou qu'on cofinance. Voilà, et donc du coup je vais laisser la parole à Sylvie Gérard, et notamment Sylvie, que tu nous expliques pourquoi on a choisi cette étude aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a de singulière, en quoi elle est intéressante, et on a pensé qu'elle pouvait intéresser nos collègues. Alors, on a été particulièrement intéressés par l'étude Aramis, parce que d'abord c'était une première, c'était la première fois qu'on allait avoir des données sur la façon dont les jeunes de moins de 18 ans percevaient les drogues, la façon dont ils se représentaient, la façon dont ils connaissaient les risques. Donc c'était la première fois qu'il y avait une étude qualitative sur ce sujet. On s'est dit que c'était quelque chose qui pouvait vous intéresser parce que ça nous permettait de mieux connaître les jeunes, mieux les comprendre et du coup d'adapter peut-être nos actions de prévention, nos démarches de prévention. Voilà. Donc c'est une étude que vous allez voir passionnante, que va vous présenter Ivana Obradovic, qui est directrice adjointe de l'OFDT, sociologue spécialisée dans l'analyse des politiques publiques liées aux drogues. Et elle s'intéresse plus particulièrement aux questions dans les jeunes consommateurs. La parole à Ivana. Bonjour à toutes et tous. Alors, pendant que je cherche la présentation, je vais vous dire un petit mot de l'OFDT pour ceux qui ne connaîtraient pas cet organisme. Donc, l'OFDT, c'est l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies qui a été créé au début des années 90. Avec l'idée de répondre aux besoins de connaissance des pouvoirs publics, du grand public et des professionnels également. Et donc à l'OFDT, on produit un certain nombre de connaissances, à commencer par les enquêtes quantitatives en population générale, que vous connaissez certainement. En population adulte, c'est le baromètre santé, qu'on réalise régulièrement avec Santé publique France, et en population jeune, c'est en particulier l'enquête Escapade, qui est réalisée à 17 ans depuis 2000, donc ça veut dire que sur 20 ans à peu près, on a maintenant pas mal de recul sur une génération prise à 17 ans, garçons et filles, qui, dans leur rapport aux produits,
particulier tabac, alcool, cannabis, mais aussi l'ensemble des autres drogues. Alors je remercie donc la mission pour cette invitation pour présenter Aramis, qui est effectivement la première enquête qualitative de l'OFDT sur les mineurs d'abord, et sur les motivations d'usage de drogue et les trajectoires également d'usage, puisque on sait qu'à l'adolescence, il y a un risque particulier à consommer des produits, puisque c'est encore une période de maturation cérébrale, et que dans les rapports à la fois les rapports d'installation dans les consommations, il peut y avoir des éléments liés à la précocité qui jouent comme des facteurs pronostiques défavorables pour l'installation réelle à l'âge adulte dans des consommations problématiques. Alors, à la base de cette enquête Aramis, il y avait un constat fondé sur les enquêtes quantitatives, justement Escapade à 17 ans, que vous avez ici. Vous voyez que les courbes en haut, qui sont les courbes vertes, elles correspondent à l'expérimentation, c'est-à-dire le fait d'avoir essayé un produit au moins une fois au cours de la vie, ce qui ne présage pas évidemment de l'installation dans une consommation à proprement parler. Vous voyez que ces courbes vertes pour le tabac, elles sont très au-delà de 50%, c'est-à-dire qu'on a quasiment 70% des jeunes à 17 ans qui ont déjà essayé le tabac. Pour l'alcool, c'est encore plus élevé, à peu près 9 jeunes sur 10, et pour le cannabis, c'est 1 sur 2. Alors ça, c'était les résultats qu'on avait en 2014, avant le lancement d'Aramis. On en était là, à peu près. Je vous montrerai pour conclure les chiffres d'aujourd'hui qui ont été actualisés en 2017. Donc le constat de départ d'Aramis, c'était ça. Qu'est-ce qui fait finalement cette différence entre la courbe d'en haut, qui est la courbe de l'expérimentation, et la courbe d'en bas, qui est la courbe de l'usage régulier? Donc vous voyez de gauche à droite que pour le tabac, l'alcool et le cannabis, on a à peu près un tiers de fumeurs quotidiens à 17 ans de tabac. Donc, quant à l'alcool et au cannabis, c'est à peu près 1 jeune sur 10 qui, à cet âge, est installé dans un usage régulier, c'est-à-dire au moins 10 épisodes de consommation dans le dernier mois. Donc finalement, notre intérêt, il portait justement sur cette gamme d'usage à l'adolescence, avec l'idée de cibler ce qu'on appelle parfois la génération des millennials, c'est-à-dire ceux qui sont nés à partir des années 90 jusqu'au début des années 2000, avec l'idée de voir si dans cette génération, il y avait des changements au niveau de la représentation des produits et comment les jeunes se projetaient eux-mêmes dans leurs usages de produits. Alors cette enquête, elle répondait aussi aux recommandations d'une expertise collective qui a été menée par l'INSERM en 2014, qui soulignait notamment le fait qu'il y avait un déficit de connaissances et de recherche sur cette question des motivations d'usage et des représentations, avec l'idée que les conduites addictives sont aussi des pratiques sociales, et que, en particulier à l'adolescence, qui est une période de construction identitaire, une période de changement multiples, y compris physique, ce rapport au produit, certes, reflète un rapport au risque, mais correspond aussi à des besoins des adolescents et à des significations qu'a pour eux l'usage de produits. Donc c'est un peu tout ça qu'Aramis prétendait prendre en compte, avec l'idée de répondre à ce déficit de connaissances. Alors d'abord, Aramis, peut-être vous dire un petit peu pourquoi cet acronyme. Aramis, c'est attitude, représentation, aspiration et motivation lors de l'initiation aux substances psychoactives. Donc c'était vraiment l'idée de travailler sur la question de l'entrée dans les consommations d'une part et des trajectoires d'autre part, avec une attention particulière aux significations que les adolescents attribuent à leur pratique d'usage et donc à la subjectivité des acteurs en lien avec les contextes de vie. J'y reviendrai en un mot tout à l'heure à propos de la méthode. Notre souci, c'était vraiment de diversifier au maximum l'échantillon des adolescents qu'on a interrogés pour avoir un maximum de profils sociaux et également une certaine représentativité géographique, c'est-à-dire qu'on est allé dans 7 régions en France métropolitaine pour voir aussi quelles étaient un peu les variations dans les rapports aux produits selon les territoires. Donc la méthode était purement qualitative, avec l'idée de croiser
3 types de méthodes qualitatives, justement. D'abord des entretiens individuels, qui ont été les plus nombreux, mais aussi des entretiens collectifs, parce qu'on s'est aperçu assez vite que pour des entretiens en face à face, il y avait certains profils de jeunes qui étaient assez réticents, qui étaient intimidés à l'idée de se retrouver comme ça 1 heure ou plus avec un enquêteur à parler d'eux-mêmes. Donc on a organisé aussi des focus group pour avoir davantage accès à certaines populations, en particulier les garçons qui étaient plus rétifs à un entretien en face à face que les filles. Donc voilà, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis il y a un 3e type de méthode qualitative qui a été mise en place, c'est des observations in situ pendant les débats de prévention qui sont organisés par le CRIPS en Ile-de-France, qui sont une initiative assez intéressante, financée par les pouvoirs publics, qui consiste à intervenir dans les établissements scolaires, enfin en tout cas à faire venir des publics scolaires pour des sessions de prévention qui prennent la forme de débats théâtraux, c'est-à-dire qu'il y a une équipe de théâtre qui joue une scène et qui ensuite demande au public scolaire qui est dans la place de venir sur scène pour rejouer cette scène, la manière dont elle aurait préféré qu'elle se déroule. Donc voilà, il y a des scènes par exemple d'alcoolisation excessive dans une soirée et on demande au public scolaire qui sont dans la salle de monter sur scène pour rejouer une scène où un jeune aurait bu un petit peu trop et aurait eu un comportement excessif. Donc voilà, c'était assez intéressant d'observer ces publics aussi, la manière dont ils réagissaient, dont ils s'appropriaient les scènes de théâtre qui leur étaient présentées. Donc pour finir d'un mot sur le calendrier, c'est une enquête qui a été assez longue à mettre en place puisqu'on a interrogé 200 mineurs en tout dans des entretiens individuels avec une dizaine de focus group presque. Et donc les premiers résultats, vous pourrez les trouver dans le document qui vous sera distribué à la fin de cette séance et que vous pouvez retrouver aussi sur le site de l'UDT. Donc l'échantillon, je vais pas être trop précise là-dessus puisque vous avez tous les éléments dans la synthèse. C'est d'abord des entretiens individuels qui ont permis d'interroger 125 jeunes, garçons et filles de différents âges, avec une moyenne d'âge qui est autour de 16 ans. Vous savez que 16 ans, c'est l'âge moyen d'entrée dans les consommations. Donc c'était particulièrement intéressant d'être positionné sur cet âge charnière. Dans les entretiens collectifs, on retrouve cet âge moyen. On a eu une 50aine de jeunes qui ont été interrogés, avec des profils scolaires assez diversifiés, là encore, et puis les sessions de théâtre de prévention qui ont permis d'observer un peu plus de 200 jeunes. Alors j'en viens maintenant aux constats généraux, avant de développer à proprement parler sur les résultats. Donc c'est des constats qui recoupent assez largement ceux qui ressortent des études sociologiques auprès des jeunes de ces générations, à partir des années 90. Le premier constat, c'est celui d'une jeunesse extrêmement fragmentée et fortement clivée, avec une intériorisation de la précarité qui se retrouve de façon très prégnante dans l'ensemble des entretiens, c'est-à-dire que les jeunes n'étaient pas spécialement interrogés sur leurs perspectives scolaires ou leurs perspectives économiques, et c'est quelque chose qui est... Je vous vrille les oreilles depuis un quart d'heure en fait. C'est mieux comme ça ? Voilà, donc ils n'étaient pas du tout interrogés sur les perspectives économiques, et pourtant c'est quelque chose qui est beaucoup ressorti dans les entretiens, avec une certaine défiance quant à l'avenir, et simultanément une grande valorisation de la société de consommation. Voilà. En général, quand on parle de société de consommation, on parle de biens qui sont accessibles légalement, mais on pourrait aussi avoir cette acception de la société de consommation où consommer des drogues, c'est finalement une modalité d'inscription dans cette société de consommation. Ça, c'était le premier constat. Le deuxième, c'est l'importance très grande des référents familiaux. C'est un constat auquel on ne s'attendait pas forcément à arriver. Là encore, c'est un aspect qui n'était pas forcément interrogé dans les entretiens, mais qui est beaucoup ressorti, cette croyance dans la famille, dans la valeur protectrice de la famille, et également dans la transmission, c'est-à-dire qu'une grande partie des jeunes situent leur rapport aux différents produits par rapport à l'historique familial. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc cette idée de la transmission qui est extrêmement importante. Troisième constat, la prédominance des expérimentateurs dans l'échantillon, c'est-à-dire qu'une grande majorité des adolescents, quel que soit l'âge, avaient essayé au moins un produit.
parmi tabac, alcool, cannabis, en tout cas, qui sont les plus courants. Donc c'est vrai qu'à un moment donné de l'enquête, on s'est aperçu qu'on avait très peu de jeunes qui n'avaient rien essayé. Et on s'est dit, mais où est-ce qu'on va aller les chercher, ces jeunes qui sont abstinents? Donc on a multiplié les entretiens parmi les plus jeunes et on a essayé justement de recruter avec ce critère d'inclusion ciblé sur l'absence de consommation. En tout cas, le constat, et on y revient assez largement dans la synthèse, c'est celui d'une omniprésence des drogues, alors drogues au sens large, licites et illicites, dans la vie quotidienne et dans l'espace public, avec une perception assez aiguë des incitations à consommer parmi les mineurs. L'autre constat, c'est aussi celui des polyconsommations, avec des problématiques émergentes qu'on n'avait pas prévu de documenter dans Aramis, mais qui sont arrivées au fil des entretiens. Par exemple, la chicha. On a eu un certain nombre de discours et de pratiques d'usage de la chicha qui se sont imposés dans les entretiens, et de la même manière, les médicaments codéinés, ce qu'on appelle parfois le purple drunk ou la lean ou codé sprite, puisque c'est un mélange de codéine jusqu'à son interdiction en juillet 2017, et de soda, en particulier le Sprite, qui est peut-être le soda le plus courant mélangé à de la codéine. Ces médicaments codéinés, on n'avait pas du tout prévu de les interroger. On s'est aperçu au fil des entretiens, en particulier à partir de 2016-2017, qu'il y a eu un pic dans les déclarations de cette pratique, comme s'il y avait un effet de mode qui était précisément localisé sur ces années 2016-2017, alors qu'on ne l'avait pas du tout vu dans les entretiens auparavant. Quatrième constat général, cette idée de vouloir tout essayer. C'est un peu en lien avec ce que je disais tout à l'heure sur la société de consommation. Il y a vraiment l'idée que rester naïf des produits, c'est un peu rester en dehors de quelque chose. Donc il y a une récurrence thématique importante de cette idée d'essayer pour ne pas regretter après. Ça, c'est le premier aspect, avec l'idée qu'essayer les produits, c'est avoir du plaisir, c'est être un peu plus intégré parmi ses pairs. Et puis il y a aussi l'idée qu'essayer, c'est ne rien rater, être dans l'ambiance de la fête. Ce phénomène que les psychosociologues appellent le fear of missing out, c'est-à-dire l'idée d'être tenu à l'écart de quelque chose, et essayer, c'est aussi s'intégrer dans une sociabilité adolescente et avoir accès à peu près aux mêmes informations que ses pairs. Donc voilà pour les constats généraux qui sont vraiment la toile de fond de cette enquête Aramis, et qu'on a retrouvé de manière assez transversale dans l'ensemble des entretiens qui ont été effectués à la fois individuellement et collectivement. Donc j'en viens maintenant au contexte d'initiation. Comment se passe la première fois avec les différents produits? La première chose, c'est que dans tous les entretiens, ça a été décrit, ce premier rapport. Alors, dans l'ordre des initiations, c'est en général l'alcool, puis le tabac, puis le cannabis. C'est ce qu'on voit aussi dans les enquêtes quantitatives. On voit que pour ces adolescents, c'est un événement biographique significatif, c'est-à-dire qu'ils en parlent avec une certaine émotion, ils rougissent un petit peu, on voit que certains sont un peu gênés. Donc il y a des signes d'émotion tangibles et surtout des narrations qui sont assez emphatiques, c'est quasi scénarisé parfois, avec des petits effets dramatiques. On voit que c'est quelque chose qui a vraiment du sens pour les adolescents, que c'est quelque chose dont ils se rappellent avec pas mal de détails sur le lieu de l'initiation, avec qui ils étaient, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont ressenti, est-ce que dans une certaine mesure ils ont été déçus par les effets, combien de temps ça a duré, ce qui les a surpris, ce qui les a moins surpris. Voilà, donc tout un luxe de détails autour de ces premières expériences qui est assez intéressant à signaler. Le deuxième élément, c'est que ces premières fois, selon les produits, donnent lieu à une palette d'impressions qui est assez fortement différenciée. D'abord pour l'alcool, il y a un phénomène assez intéressant à observer, qui est une sorte de phénomène de double initiation. C'est-à-dire qu'il y a une première fois, le plus souvent entre 5 et 10 ans, qui est une première fois en famille, avec certains adolescents qui racontent même avoir été un petit peu forcés à goûter. C'est en général lors d'occasions festives, ça peut être une goutte de champagne à Noël, pendant un anniversaire, pendant une fête. Donc c'est souvent dans le milieu familial, c'est le seul produit pour lequel
on retrouve ce phénomène. Et c'est une première fois qui est souvent jugée désagréable. Pas toujours, mais quand même assez souvent. Alors c'est plus ou moins désagréable selon le produit, c'est-à-dire que plus c'est amer et acide, moins les jeunes aiment. En revanche, des alcools plus sucrés donnent lieu à des impressions qui sont plus positives. Mais bon, en gros, cette première fois, elle n'est pas tellement appréciée. Il y a même certains jeunes qui racontent avoir été un peu traumatisés parce qu'ils avaient l'impression d'avoir été la risée de la famille. C'est pas la majorité, mais il y a quelques récits comme ça qui sont relativement distanciés et insatisfaits quant à cette première fois. Donc ça, c'est la première séquence. Et la deuxième, c'est en général à l'adolescence, à partir de 12-13 ans, avec les pères cette fois, et non plus en famille. Donc une deuxième fois qui est considérée comme la vraie initiation, entre guillemets, c'est la formule qu'on retrouve dans les entretiens, qui cette fois est choisie, alors à la fois dans les circonstances, dans le lieu, en général en soirée, et c'est aussi un type d'alcool qui est choisi, donc c'est souvent des alcools mélangés, avec cette fois beaucoup plus d'alcool sucré, et un mélange en général de jus de fruits et d'alcool fort, ou de bière forte, avec pas mal aussi de produits aromatisés qui reviennent dans les entretiens. Donc ça, c'est pour l'alcool. Sur le tabac, une première fois qui est, alors là aussi, beaucoup moins différenciée, selon les... C'est-à-dire que la première fois avec le tabac, unanimement, elle est jugée négativement. C'est-à-dire que la première cigarette n'est jamais appréciée. On a eu peut-être 2 jeunes sur les 200 qu'on a interrogés qui ont un souvenir un petit peu moins négatif, mais globalement, c'est toujours jugé mauvais, pas bon goût, avec une forte odeur jugée désagréable. Le terme qui revient le plus souvent, c'est dégueu ou dégueulasse. Donc voilà, ça donne une assez bonne idée. En revanche, c'est aussi perçu comme une expérience quasiment obligée, c'est-à-dire l'idée d'un rite de passage, une sorte de rite d'adhésion affective. Alors chez les filles, c'est amusant, la première fois avec le tabac, c'est plutôt avec une meilleure copine, une cousine, une assemblée assez réduite. Chez les garçons, c'est plutôt une expérience collective, entre pairs, en groupe, parfois avec des mentors chez certains garçons. Mais en tout cas, il y a toujours cette idée d'appartenance et d'adhésion, c'est faire quelque chose ensemble, essayer la cigarette. Qui se distingue des 2 précédentes. Alors là, pour le coup, contrairement au tabac et à l'alcool, une première fois qui est jugée assez majoritairement positive, en particulier quand il s'agit d'herbes. Donc la première fois avec le cannabis, par contraste avec le tabac, c'est une première fois qui est jugée assez plaisante, à la fois dans le goût, encore une fois en particulier avec l'herbe, et aussi dans les effets qui sont décrits comme planants, apaisants, en tout cas vraiment pas de mauvaises expériences dans l'ensemble des entretiens, avec même certains jeunes qui parlent de révélation, une rencontre avec un produit, quelque chose qui a libéré quelque chose chez eux. Alors sur la hiérarchie des risques, là aussi c'est intéressant de voir que le tabac est associé à une très forte dangerosité. En tout cas, évidemment chez les jeunes, c'est pas le terme de dangerosité qui prévaut, c'est plutôt la mauvaise image, l'idée que fumer conduit à une mort certaine, avec vraiment une grande conviction dans l'idée que c'est une pratique qu'il ne faudra pas prolonger. Donc même chez ceux qui sont fumeurs et qui apprécient plutôt de fumer, il y a l'idée qu'ils vont devoir arrêter un jour et que ce n'est pas quelque chose qu'ils vont continuer toute leur vie. C'est à peu près l'inverse avec l'alcool. Donc là aussi, avant la première fois, il y a cette image de l'alcool qui est associée au bonheur, à la convivialité, à un cadre festif, une minimisation des risques qui s'inscrit vraiment en faux avec ce qu'on observe pour le tabac, et une perception des degrés d'ivresse qui est assez clivée, c'est-à-dire qu'en gros, on considère que l'ivresse, c'est à partir du moment où on vomit, mais avant ça, c'est des états qui sont décrits comme plutôt agréables, et c'est pas vraiment de l'ivresse, c'est en gros ce qu'on recherche dans le fait de consommer de l'alcool. Là encore, on a ce contraste avec le cannabis, qui est lui décrit comme plus agréable la première fois, et surtout, et c'est là qu'on voit qu'on arrive à une des conclusions principales de l'étude Aramis, c'est ce rapport entre cannabis et tabac qui est en train de changer dans les nouvelles générations. C'est-à-dire que non seulement le cannabis sous forme d'herbe est considéré comme moins dangereux que le tabac,
mais aussi sur un plan financier, c'est considéré comme plus accessible. Donc finalement, le consommateur rationnel qui est l'adolescent se dit que l'investissement est plus rentable avec le cannabis, c'est jugé plus sain, voire bio, je cite évidemment, c'est leur terme, plus sain et en même temps moins cher que le tabac, qui conduit à une mort certaine. Donc vous voyez que cette dénormalisation du tabac qu'on observe aussi dans les enquêtes quantitatives, qui nous ont donné la confirmation de cette intuition qui est ressortie dans Aramis, enfin de ce résultat qui est ressorti d'Aramis, elle va de pair avec une normalisation du cannabis, là encore sous forme d'herbe. Et c'est vrai que quand on regarde les chiffres de l'offre, en particulier les saisies, on voit qu'il y a une montée en puissance extrêmement importante de l'herbe par rapport à la résine. Même si la résine reste la forme de consommation majoritaire en France, la part de l'herbe augmente de façon assez importante. Alors, il y a l'effet de l'autoculture, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de culture à domicile. Et puis, plus généralement, à l'échelle de l'Europe, on voit qu'il y a certains pays qui sont devenus des terres de production, et donc l'herbe est beaucoup plus accessible qu'auparavant. À l'inverse, l'image de la résine, pour le coup, est assez négative. C'est-à-dire que les adolescents de cette génération parlent de pneus, le site, ou de merde même. Donc voilà, il y a vraiment cette idée que l'herbe c'est bien, que la résine c'est moins bien. Donc on peut penser que dans les enquêtes qu'on va avoir dans les années qui viennent, cette prévalence de l'herbe par rapport à la résine va encore s'affirmer. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, sur la chicha et la e-cigarette, on a quand même un phénomène assez intéressant de méconnaissance totale des risques. C'est-à-dire que c'est des produits qui sont vus comme en quelque sorte en dehors de toute forme de produits alternatifs au tabac, une représentation des risques qui est extrêmement floue. Donc dans les recommandations de l'enquête Aramis, on a vraiment fait ressortir cet aspect-là d'un besoin de connaissance sur les risques qui sont liés à ces produits et le cadre d'utilisation pour favoriser une réduction des risques intelligente sur les usages de ces produits. Alors ce qu'il faut souligner et ce qui ressort très fort d'Aramis, c'est vraiment cette idée que les expériences avec les produits, c'est avant tout des expériences et que finalement, tabac, alcool, cannabis, voire les autres produits, sont des supports d'apprentissage, des supports d'identification en groupe et que finalement, ça pourrait être n'importe quoi d'autre, d'une certaine manière. Donc il faut aussi, si on veut vraiment avoir une démarche de prévention intelligente, essayer d'oublier en quelque sorte qu'il s'agit de produits illicites pour certains, avec l'idée de se centrer sur la place qu'ont ces expériences pour les adolescents. Déjà, le fait le plus frappant, c'est que toutes ces initiations s'inscrivent dans une logique de sociabilité et que ça fait partie des sociabilités adolescentes avec l'idée que l'avoir fait est particulièrement important et que, contrairement à ce qu'on pourrait penser en partie avec les produits illicites comme le cannabis, c'est moins vécu comme une conduite de transgression qu'une conduite de conformation sociale. Donc, il y a vraiment cette idée qu'avoir essayé, c'est se mettre à niveau avec ses pairs. Le deuxième aspect, c'est une certaine fétichisation des expériences et l'intérêt particulier des expériences dans le contexte de l'adolescence. Dans les récits qu'on a recueillis, on voit qu'il y a un vrai plaisir à décrypter les effets, voir ce que ça fait, sur soi et sur les autres. Il y a aussi, notamment en soirée, des conduites d'observation de ce que ça fait aux autres. On s'amuse par exemple à déréguler les camarades, on sait que tel ou tel est particulièrement sensible aux effets de l'alcool, donc on va s'amuser à le faire boire de plus en plus pour voir jusqu'où il va aller. Donc il y a aussi cette idée de tester finalement et d'avoir un rapport de plaisir au produit, de recherche de plaisir en tout cas, parce que le plaisir n'est pas toujours au rendez-vous, mais aussi de crainte, c'est-à-dire de tester ses propres limites physiques et de décrypter son propre corps. Donc, effectivement, dans le contexte particulier de l'adolescence, c'est évidemment un rapport au produit qu'il faut prendre en compte en tant que tel. Et le troisième aspect qui est ressorti massivement d'Aramis, c'est l'idée que ces consommations, alors quand elles sont un petit peu plus routinisées, pas forcément les premières fois, c'est l'idée de rechercher un moment suspendu, une respiration, un moment comme ça d'apaisement, une pause en quelque sorte. On l'a vu, alors ça peut être avec l'alcool, mais aussi avec le cannabis et les médicaments codéinés dont je parlais tout à l'heure. Il y a l'idée de se poser en quelque sorte, de planer. C'est vraiment une recherche d'un moment qui échappe
à toutes les contraintes du quotidien, que ce soit les contraintes scolaires, les contraintes familiales. Donc l'idée d'une certaine apesanteur qu'il faut mettre en lien aussi avec une prévalence assez forte dans l'ensemble des entretiens de troubles liés au sommeil. On a été particulièrement frappé par cette dimension dans l'enquête. Le grand nombre de jeunes qui déclarent des problèmes de sommeil, des difficultés à s'endormir, ou au contraire une hyperactivité avec l'idée que le cannabis réussit à calmer tout ça et que le cannabis est le seul produit qui réussit à calmer tout ça. Donc là encore, en raisonnant au-delà des produits et en ne se fixant pas sur les usages de produits, il y a vraiment cette idée que la problématique du sommeil fait partie des éléments de vigilance dans les nouvelles générations. Alors évidemment, il y a un lien à faire avec les écrans. Ça, c'est quelque chose qui sera un peu plus exploité dans le rapport complet de l'étude Aramis qui paraîtra au premier semestre de l'année 2019. Autre aspect important, c'est les non-expérimentateurs, les abstinents, dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on a eu beaucoup de mal à trouver. C'était particulièrement intéressant d'étudier le discours de ces abstinents qui se voient un peu comme des résistants des temps modernes, en quelque sorte. Je caricature un petit peu, mais à peine. C'est-à-dire que le fait de résister à l'omniprésence des produits, c'est vécu comme une fierté personnelle. On a eu vraiment des discours assez forts d'auto-héroïsation des abstinents, alors qui peuvent se fonder sur différents facteurs. Il y a d'abord une partie de ce public qui sont des jeunes de confession musulmane, qui sont très perturbés par l'omniprésence des produits dans la société, qui ont l'impression d'être tenus à l'écart de quelque chose en refusant de consommer de l'alcool. Alors, je dis refuser de consommer de l'alcool, mais en fait, on voit qu'il y a une grande ambivalence à l'égard de ces conduites, c'est-à-dire que publiquement et auprès de la famille, il y aura l'idée que non, officiellement, on n'a jamais bu d'alcool, mais dans les soirées, il y a évidemment des consommations, avec des discours sur ces consommations qui doivent être tenus pour cachés, avec l'idée qu'on ne balance pas. Donc on consomme entre nous, on sait qui consomme ou qui a déjà consommé, mais il est hors de question d'en parler dans la famille ou dans le quartier. Voilà. Donc cette idée que c'est quelque chose d'interdit socialement, mais qu'on ne se refuse pas pour autant. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des profils assez spécifiques qui se détachent parmi ces abstinents. En dehors du facteur religieux, il y a un petit encadré dans la synthèse des résultats, vous verrez, qui revient un petit peu là-dessus, donc je ne vais pas trop développer, mais en dehors de ce trait-là, il y en a d'autres qui ressortent fortement. D'abord, une sociabilité relativement limitée. Parmi les jeunes qui consomment peu, c'est plutôt des jeunes qui sont très très investis dans des pratiques de loisirs, qui font beaucoup de sport, ou beaucoup de musique, ou beaucoup d'activités culturelles, qui du coup ont des activités périscolaires très prenantes, qui les écartent un peu de ces incitations à consommer. Il y a aussi le fait d'avoir des parents un peu décalés. Alors soit parce qu'ils sont relativement absents et pas tellement dans une démarche de supervision parentale, soit parce qu'au contraire, ils sont trop présents, trop protecteurs, un peu envahissants, et donc cette consommation va être une façon de prendre un peu de champ par rapport à ces injonctions parentales. Il y a aussi des jeunes qui ont une relative, alors là aussi on avait quelques échelles de mesure de l'estime de soi en tête au moment où on a réalisé ces entretiens. C'est des jeunes qui souffrent en général d'une assez faible estime de soi, et qui ont des discours assez empreints de conflictualité avec l'idée que c'est eux contre le reste du monde, donc une forme d'anxiété sociale qu'on a repérée dans ces profils. Et du coup, dans les discours d'abstinents, il y a souvent une forme d'agressivité à l'égard des fumeurs, par exemple, de ceux qui consomment de l'alcool, avec l'idée que je ne suis pas comme eux, je les déteste, je ne les supporte pas, je les tiens à distance pour pas que ça vienne me contaminer, entre guillemets. Donc voilà, cette idée d'un fort clivage entre consommateurs et non-consommateurs qui est encore durci parmi les abstinents. Un troisième élément de résultat que je voulais souligner, c'est vraiment sur l'idée que les usages, en particulier occasionnels et réguliers, sont souvent connectés à des atmosphères, des lieux précis de consommation, des moments de la vie des adolescents.
des atmosphères particulières. Donc de ce point de vue, on peut assez clairement distinguer une ligne de clivage entre les produits de convivialité d'un côté et les produits de confort qui sont perçus un peu comme des régulateurs. Alors, de ce point de vue, on a d'abord l'alcool, qui est considéré comme un ingrédient incontournable de la fête et des vraies soirées. Ce qui est beaucoup revenu dans les entretiens, c'est l'idée qu'une soirée sans alcool, c'est pas vraiment une soirée, c'est une boum ou un goûter d'anniversaire, mais en aucun cas c'est ce à quoi on s'attend quand on sort à l'adolescence. Donc c'est vraiment considéré comme une sorte de carburant, qui est à la fois une manière de se mettre dans l'ambiance, mais aussi parfois un antidote à l'ennui pour les soirées qui se prolongent un peu. On ne sait pas comment forcément s'inscrire dans l'ambiance de la soirée. Donc là, l'alcool est un catalyseur, il aide un peu à prendre le pouls de l'ambiance, à s'insérer dans la soirée. Et puis il y a aussi évidemment tous les enjeux qui sont liés au rapprochement sexuel, qui sont parfois timides et empruntés. Et de ce point de vue-là, c'est assez intéressant de voir les différences entre les garçons et les filles. C'est-à-dire que pour les garçons, l'alcool va clairement être une aide de ce point de vue-là, alors que chez les filles, c'est quand même un facteur de vigilance avec l'idée qu'il faut faire attention. J'y reviendrai, enfin, si j'ai le temps tout à l'heure. On le voit du coup dans les discours d'autorégulation. Chez les filles, il y a beaucoup plus clairement l'idée d'une limite par rapport à l'alcool, avec parfois des autolimitations qui sont structurées à l'échelle d'un groupe de filles. Par exemple, 3-4 filles qui sortent systématiquement ensemble, qui sont amies, et qui se sont fixées une règle qui est de ne pas dépasser 3 verres. Et quand l'une d'elles dépasse, les autres la mettent en garde en lui disant « attention, lève le pied ». Comportement qu'on n'observe pas du tout chez les garçons, même au contraire. Ça serait presque une limite basse, les 3 verres. C'est l'idée vraiment d'aller au-delà et de s'observer entre soi. Donc là encore, le rapport du genre par rapport à l'alcool, il est essentiel à cet âge de la vie. À l'inverse de l'alcool, sur le tabac, on voit que c'est plutôt un produit de régulation, un compagnon de route en quelque sorte, l'idée d'un produit de réconfort et pas du tout un produit qui booste, un produit qui met dans l'ambiance. Donc c'est un usage qui est fortement ritualisé, qui est associé à des moments de la journée pour la mise en route du matin, à la pause, après le café. C'est extrêmement séquencé. Beaucoup plus que pour l'alcool. Et puis, compte tenu des interdictions de fumer dans toutes sortes d'espaces publics, il y a aussi cette idée des nouvelles figures du fumeur qui s'impose. Fumer à la fenêtre, fumer à la sortie de l'établissement scolaire à une certaine distance. Donc cette idée finalement qu'on fait partie d'un groupe un peu particulier quand on est fumeur, c'est-à-dire que de plus en plus on se distingue des autres puisque on le voit dans les enquêtes quantitatives, il y a quand même de moins en moins d'adolescents qui fument de manière régulière. Et puis sur le cannabis, contrairement à l'alcool et au tabac, on s'aperçoit que c'est un produit qui est plutôt qui est tout terrain, qui est consommé le matin, en journée, le soir. Alors évidemment avec des profils d'adolescents qui sont assez différenciés selon ses usages, mais en tout cas c'est un régulateur d'humeur assez universel, qui est en tout cas perçu comme tel, avec l'idée que ça répond à peu près tout. Quand on veut se détendre, un joint peut être bienvenu. Quand on veut se mettre dans l'ambiance de la soirée, ça peut aussi être utile. Ça peut aussi être utilisé de manière ritualisée, après les cours ou juste avant d'aller en cours. Donc voilà, il y a cette idée d'adapter, là encore en termes de recommandations au pouvoir public, cette idée d'adapter les discours de prévention à cet usage tout-terrain du cannabis. Donc voilà, vous le voyez, les ambiances et les moments de consommation sont extrêmement importants à prendre en compte. Et ce qui est intéressant aussi à souligner, c'est que les jeunes, en tout cas les moins installés dans des usages réguliers, distinguent assez clairement les moments où on consomme, les moments qui sont adaptés à la consommation, et ceux où ça ne se fait pas, entre guillemets. Donc là encore, en termes de discours de prévention, c'est assez intéressant, en discutant avec les jeunes, d'identifier ces moments qu'ils considèrent comme étant impropres à la consommation pour pouvoir travailler, par exemple dans les consultations jeunes consommateurs, sur ces moments qui sont des moments en dehors des consommations. Alors je ne sais pas si c'est beaucoup ressorti de tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, mais il faut quand même souligner que de tous les produits, c'est vraiment l'alcool qui est au centre des pratiques adolescentes. Vous voyez ici
le schéma sur l'ensemble des entretiens individuels qui montre parmi les usages qui sont déclarés dans l'année, c'est-à-dire le fait d'avoir consommé au moins une fois un produit dans l'année. Vous voyez que l'alcool seul, c'est à peu près un tiers de l'ensemble des jeunes qui ont été interrogés. Et tout ce qui est assuré en rouge en bas du schéma, c'est aussi des polyconsommations avec de l'alcool. Donc ça veut dire qu'en gros, les 3/4 des jeunes ont eu une consommation d'alcool au cours de l'année, voire au cours du mois. Et que c'est vraiment le produit qui arrive loin en tête des consommations, souvent d'ailleurs associées à d'autres. Alors sur les motivations d'usage, puisque je vous ai annoncé aussi un pan d'analyse sur les trajectoires d'usage, il faut préciser d'abord, mais ça les lecteurs de Ward Baker le savent bien, que les motivations d'usage, c'est pas forcément une très bonne question en sociologie, puisque les motivations d'usage par définition se structurent au fil du parcours de consommation, et plus on s'installe dans une consommation, plus on a tendance à la banaliser. On le voit bien chez les usagers occasionnels ou réguliers de cannabis, par exemple, ils ont tendance à avoir un discours d'autant plus important sur les drogues dures, par opposition à leur propre usage, et donc à différencier le cannabis vu comme une drogue douce des drogues dures, où là c'est vraiment des toxicomanes, vraiment des gens qui sont addicts, contrairement à soi, quand on est installé dans un usage de cannabis. L'autre élément important et intéressant à souligner, c'est que dans les bienfaits, parce qu'on s'intéressait tout particulièrement au plaisir que ça procure aux jeunes de consommer, parmi les bienfaits les plus cités dans les produits, il y a vraiment l'idée que ça aide à vivre, que ça aide à se socialiser, que ça aide à entrer dans les situations sociales courantes, que ce soit en soirée ou parfois dans le contexte scolaire. Les produits sont là pour aider plus que comme des produits de plaisir. Ça aussi, c'était un résultat auquel on ne s'attendait pas forcément. Et puis, parmi les marqueurs d'installation dans la consommation, là encore, on a identifié un certain nombre de traits. Par exemple, le fait d'acheter soi-même. Et là encore, dans la dernière enquête Escapade 2017, dont vous pouvez trouver les résultats sur le site de l'OFDT, on voit bien que la grande majorité des adolescents à 17 ans qui consomment du cannabis n'achètent pas leur cannabis eux-mêmes. Soit il leur est donné, en particulier chez les filles, soit il est partagé, mais en tout cas, ils n'ont pas de contact avec les dealers, les revendeurs. C'est plutôt des produits qui sont utilisés dans un cadre collectif. Donc ça, c'est le premier marqueur d'installation, aller soi-même dans l'acte d'achat. Le deuxième, c'est de savoir sélectionner les effets. Parmi les usagers un peu installés, on voit qu'il y a un vrai discours sur les effets jugés désirables et les effets indésirables, avec l'idée de doser. Donc tout un discours aussi sur comment faire pour atteindre l'état qui est recherché, mais rester en deçà de l'état qui est jugé indésirable. Et puis ça donne lieu à toute une série de discours d'experts, entre guillemets, comme on les a appelés, avec l'expression de préférence. Donc ça aussi, c'est un indicateur assez intéressant. Plus le discours des jeunes sur les produits est différencié, plus il donne des détails et des spécifications sur les effets que font les différents produits, plus on a souvent affaire à des usagers un peu habitués. Il y a aussi toute une rationalité du consommateur qu'on voit, comme quoi les consommateurs de produits même illicites sont des consommateurs comme les autres, qui appliquent les mêmes schémas économiques que pour n'importe quel produit de consommation courante. Donc voilà, au-delà de ces marqueurs d'installation, il y a l'idée que se forge une identité sociale de consommateurs. On le voit là encore dans les récits des jeunes, l'idée qu'il y a des expériences fondatrices. On a notamment plusieurs jeunes filles, mais aussi des garçons qui parlent de « mon bad », comme si c'était vraiment une expérience qui était le début de quelque chose, alors qui dans certains cas les a complètement éloignés des produits, les a un petit peu effrayés, et puis dans d'autres cas a été jugée comme une expérience qui imposait de recadrer un peu leur rapport aux consommations et de mieux doser leur consommation et leurs effets. En tout cas, dans tous les cas, on voit que les consommations répondent à une prise de rôle et à une position au sein d'un groupe de pairs. Là encore, c'est un petit peu plus développé dans la synthèse, donc j'y reviens pas. Je vais laisser un peu de temps pour les questions. Une ou deux diapos. Alors d'abord sur une hypothèse.
j'ai mis un point d'interrogation volontairement dans cette diapo. C'est vrai que selon les milieux sociaux, on voit que le rapport au produit n'est pas tout à fait le même à l'adolescence. D'abord, dans les rapports à l'alcool, on peut avoir le sentiment qu'il y a une lecture sociale qui s'impose, c'est-à-dire que l'alcool est vu comme un passage obligé dans les milieux privilégiés. Il l'est moins dans certains quartiers populaires, et en particulier dans les discours. Il y a chez les jeunes des milieux plus privilégiés tout un discours sur la noblesse du vin, sur le bien vivre, sur le savoir-faire français, les traditions familiales, le sens du partage, le fait qu'une fête digne de ce nom ne peut pas se passer de champagne. Donc voilà, cette idée de l'alcool qui serait finalement un marqueur social positif. Alors évidemment, certains types d'alcool plus que d'autres, mais en tout cas, c'est une hypothèse qui sera à creuser dans des études complémentaires. Aramis ne permet pas totalement de l'affirmer, mais c'est une hypothèse quand même assez sérieuse. La deuxième hypothèse de ce genre, c'est la place des médicaments dans les milieux favorisés, qui semble être quand même assez importante, ce qui n'est pas du tout le cas dans des quartiers, parmi les jeunes des quartiers plus populaires qu'on a pu interroger, à l'inverse de la chicha, qui n'a pas du tout été citée parmi les jeunes des beaux quartiers ou même des classes moyennes, et qui l'est beaucoup plus dans les quartiers considérés comme populaires. La troisième hypothèse, c'est celle d'une image moins dégradée de la cigarette dans les milieux sociaux plus privilégiés. Ça, c'est aussi un constat intéressant qui sera documenté dans d'autres études. Il y aurait comme un effet de prestige social qui serait associé au prix en augmentation de la cigarette. Et en particulier, parmi les jeunes filles des milieux favorisés, on a beaucoup moins de défiance à l'égard de la cigarette. Là encore, une hypothèse qui serait à investiguer. Et puis, en tout cas, ce qui ressort, c'est que le produit le plus démocratique, entre guillemets, en tout cas qu'on retrouve dans l'ensemble des classes sociales, c'est le cannabis. Et c'est donc le produit le moins classant, en quelque sorte. Alors, sur les jeux de régulation et de dérégulation, je vais passer vite parce que vous avez l'essentiel dans la synthèse. Là, sur cette diapo, je vais juste insister sur un point. Là encore, c'est un encadré dans la synthèse que vous aurez entre les mains d'ici quelques minutes. Ce qui ressort beaucoup des entretiens, c'est une totale confusion entre les discours des publicitaires et les discours de prévention. Vu le public auquel je m'adresse, ça me paraissait important d'insister là-dessus, c'est-à-dire que les discours commerciaux sont mis exactement sur le même plan que les discours de prévention, et les deux sont jugés peu crédibles, sachant que le véritable critère de jugement qui est opérant, en tout cas dans ce qu'on voit dans les entretiens, c'est est-ce que c'est crédible ou pas, est-ce que c'est bien fait d'un point de vue technique. Vous verrez dans l'encadré qui est cité dans la synthèse, il y a un jeune qui dit les clips de prévention c'est la même chose, on voit des jeunes mal coiffés avec des écharpes, ils essayent de représenter des jeunes tels qu'ils les voient eux, mais nous ça nous fait ricaner. Il y a aussi cette idée de détourner un peu les démarches de prévention dans le sens d'une dérision. Par exemple, sur les paquets neutres, on a eu plusieurs jeunes, alors plusieurs sur 200, ça fait pas beaucoup, mais ça témoigne quand même d'un état d'esprit, qui collectionnent les paquets neutres en disant « Ah, celui-là, il est encore plus trash, super, je ne l'avais pas encore ». Donc voilà, cette idée de retourner le stigmate en quelque sorte, et d'en faire un objet de collection plus qu'un objet de vigilance. Donc voilà, sur cette confusion entre les discours de publicité et de prévention, il me semble que ça amène vraiment à réviser peut-être nos manières de faire, de penser, dans le sens d'une crédibilité et de partir des discours des jeunes pour construire les discours qu'on leur tient et les éléments de vigilance qu'on cherche à activer chez eux. Je terminerai là-dessus sur les facteurs de protection et les ressorts d'une prévention efficace. Alors, c'est des éléments qu'on retrouve assez largement déjà dans la littérature. C'est assez intéressant de mesurer le contraste dans les discours entre l'idée que moi je suis libre, personne ne me commande, je suis totalement en contrôle, je sais ce que je fais, avec aussi un certain mépris de la dépendance, un mépris des addicts, des toxicomanes, des alcooliques, qui sont perçus comme des figures très négatives, et une assez forte méconnaissance des risques associés aux produits.
en particulier sur l'alcool, le cannabis, mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, la chicha ou les médicaments codéinés. Tout ça est vraiment tenu à distance. Alors, ce déni de risque, on le connaît bien, hein, c'est pas du tout une découverte d'Aramis, mais il y a cette idée que finalement, pour faire une prévention intelligente, il y aurait peut-être l'idée d'aider les jeunes à devenir experts de soi, y compris en connaissant mieux les risques qu'ils prennent et en leur donnant des outils pratiques et des seuils d'autolimitation. Ça, c'est une demande qui est fortement ressortie des entretiens, cette idée que finalement, ceux qui s'interrogent sur leur consommation ne savent pas vraiment à quel sens se vouer, quels outils utiliser, quels repères mettre en œuvre. Donc ça invite aussi à les aider à faire eux-mêmes cette réduction des risques dont ils sont par ailleurs demandeurs. Donc tout ce qui est outils d'aide en ligne auto-administrés, tout ce qui est questionnaire simple, ça semble vraiment correspondre à une demande des jeunes qu'on a interrogés. Parmi les facteurs de protection, et je terminerai là-dessus, ce qu'on repère le plus fortement, c'est d'abord les mauvaises expériences personnelles, notamment les bad trips, mais ça peut être aussi les mauvaises expériences personnelles dans la famille, le fait d'avoir des parents qui sont dépendants d'un produit, par exemple, c'est évidemment un élément qui a tendance à éloigner à l'adolescence. Alors ça ne veut pas dire que plus tard, il n'y aura pas des conduites d'usage et de dépendance qui vont s'affirmer, mais en tout cas à l'âge où on les a interrogés, c'est-à-dire avant 18 ans, ça ressortait comme un facteur de protection important. L'accessibilité des produits, évidemment, donc le fait qu'ils soient omniprésents et d'une facilité d'approvisionnement assez importante, quels que soient les milieux sociaux. Là encore, ça confirme ce qu'on voit dans les enquêtes quantitatives, c'est-à-dire que la plupart des jeunes savent très bien où trouver du cannabis, et une majorité d'entre eux savent où en trouver dans l'heure qui suit. Donc là encore, il y a un travail à mener sur l'accessibilité. Le rôle des fréquentations ressort assez fortement. Le fait d'avoir des pairs non consommateurs, évidemment, éloigne les incitations à consommer. Et de ce point de vue, dans les quartiers populaires, il y a un rôle des aînés qui ressort beaucoup plus que dans les quartiers plus favorisés, disons, pour aller très vite. L'attitude des parents également joue à plein, c'est-à-dire que le fait, on le voit bien sur le tabac, le fait d'avoir des parents qui suspectent les adolescents de consommer du tabac ou pas, c'est quand même quelque chose qui oriente et qui limite les pratiques de consommation, le tabagisme. Enfin, le fait d'avoir des activités extrascolaires, d'être pris par autre chose que l'école au quotidien, c'est très clairement un facteur d'éloignement, en particulier chez les sportifs. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort fortement. Alors c'est peut-être un effet d'échantillon, mais ça semble quand même s'affirmer vraiment comme un point de conclusion. Les jeunes qui font beaucoup de sport sont, même quand ils ne se destinent pas à une carrière sportive, sont beaucoup plus éloignés des produits dans ce qu'on a pu voir. Et puis évidemment l'appartenance religieuse, mais je n'y reviens pas, vous avez compris. Donc voilà, la conclusion, c'est surtout que ces évolutions qu'on a vues à l'échelle d'une génération dans Aramis, on les a retrouvées avec les derniers chiffres d'Escapade que vous avez ici. Donc la courbe que je vous ai présentée en introduction s'arrêtait à 2014. Vous avez ici les chiffres de 2017. On voit bien que tous les usages ont eu tendance à décliner. Ceux qui se maintiennent le plus, finalement, c'est les usages réguliers d'alcool et de cannabis. Et ce qu'on observe, même si sur le cannabis, il y a plutôt un recul des niveaux d'usage à 17 ans, dans la dernière période, le noyau dur des usagers problématiques a tendance à vraiment se durcir. C'est vraiment un noyau dur au sens propre, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus, parmi les jeunes qui ont consommé au moins une fois dans l'année, il y en a de plus en plus qui sont des usagers problématiques. Donc il y a vraiment une veille à avoir sur ces jeunes qui s'installent dans des comportements de consommation et qui cèdent du cannabis pour autre chose. Donc voilà, cette dénormalisation du tabac, il y a eu beaucoup de communication là-dessus, avec l'idée d'1 million de fumeurs en moins entre les 2 dernières éditions du baromètre santé. Ça sera à vérifier dans les années qui viennent, et c'est vrai que sur le tabac, il y a quand même un certain nombre de conclusions convergentes qui ressortent des études récentes, et on peut penser que moins il y a de personnes qui consomment du tabac, moins les incitations à consommer sont importantes, donc on est peut-être en train de changer de schéma culturel quant au rapport aux produits.
ce qui soulève aussi la question des usages d'autres produits. On le voit dans Escapade, sur les stimulants par exemple, on a une hausse des niveaux de consommation. Donc ces effets de report, ils seront particulièrement importants à surveiller dans les années qui viennent. Donc voilà, j'en finis là, même si je pourrais vous en dire encore plus. Mais c'est l'idée de laisser la place un peu aux questions, aux réactions, aux commentaires, aux arguments.